Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de participer à ce webinaire de présentation de la plateforme Phileas. On accueille aujourd'hui Émilie Delaporte, qui est responsable de mission chez Phileas et qui va vous expliquer ce qu'est Phileas, ce qu'est ce nouvel outil de vérification de vos ventes. Je ne sais pas si on peut dire exactement ce mot-là et qui répondra à vos questions en fin de présentation. Bonjour Émilie, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour Isabelle. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Nous, effectivement, on s'est rencontrés la première fois au Salon du Livre, non, plus Salon, pardon, au Festival du Livre de Paris au mois d'avril. Et voilà, effectivement, j'étais d'autant plus contente que vous nous contactiez que l'outil qu'on a développé, donc Phileas, c'est vraiment un outil qui est destiné aux auteurs, hein, avant tout. C'était vraiment l'ambition du projet que je vais vous présenter brièvement là. Donc moi je suis responsable de mission, j'ai commencé chez Phileas début janvier. La société elle-même ayant été créée au mois de décembre, je suis arrivée pas très longtemps après, mais comme vous le verrez, donc la société a été créée en décembre, mais elle est quand même le fruit déjà d'un travail en amont qui a été très conséquent et de longue haleine. Je pense que je vois d'ailleurs des noms passés qui me disent quelque chose. Je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu au courant déjà de toute la jeunesse du projet. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement la société. Hop. Déjà pour vous rappeler les fondements du projet. Déjà, pardon, excusez-moi, je reviens un tout petit peu en arrière pour vous dire que dans la manière que que j'ai de concevoir ces présentations, parce que c'est pas la première que je fais auprès des auteurs, en général on passe un petit quart d'heure, je vais essayer de même faire un peu plus court sur une présentation du projet lui-même, et ensuite, si cela vous convient, je ferai un petit descriptif, une petite vidéo de présentation du parcours d'inscription. Alors pareil, je pense qu'il y a peut-être des auteurs qui sont déjà inscrits sur la plateforme, du coup peut-être cette information sera pas forcément très utile à tout le monde. Mais comme en plus ce processus d'inscription a un petit peu évolué, c'était important, je pense, de vous le présenter. Ensuite, donc un quart d'heure sur le projet, un quart d'heure sur présentation de l'inscription et présentation du site. Et puis, bah, si ça vous va, effectivement, un petit quart d'heure pour que je puisse répondre à vos questions, j'espère y arriver en tout cas. Voilà. Donc, sur le projet Phileas lui-même, euh, il y a des concertations qui datent de fort longtemps, hein. Je pense que ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Ce projet, initialement, s'appelait Book Tracking, pour ceux à qui ce terme dit quelque chose. L'idée étant toujours la même, c'est comment, pour les auteurs, leur mettre à disposition des informations qu'ils n'ont pas aujourd'hui, puisqu'à à part la reddition de comptes annuels, bientôt deux si j'ai bien compris, vous n'avez que peu ou pas d'informations. Tout dépend quelles sont les relations que vous avez avec votre éditeur, et aussi quel est le niveau d'information des éditeurs eux-mêmes, parce que tous les éditeurs, on voit aujourd'hui en parlant avec beaucoup d'entre eux, que tout le monde n'a pas du tout le même non plus accès aux informations de vente. Ce que connaît un éditeur aujourd'hui, c'est le flux aller-retour, donc c'est ce que son distributeur a placé en librairie et combien il a de retour. Mais qu'est-ce qui sort véritablement des caisses des libraires? Ça reste une information qui est quand même très compliquée à obtenir. Pour plein de raisons que vous pouvez imaginer, mais voilà. Donc l'idée là, c'était de réussir à mettre un peu tout le monde autour de la table, ce que je pense, j'espère, on a réussi à faire, pour enfin faire un partage d'informations qui soit vertueux pour tout le monde. Vertueux en termes d'information, évidemment, encore une fois, on sait depuis longtemps que les auteurs ont vraiment du mal à obtenir ces informations, et donc ça crée forcément des relations qui sont pas forcément idéales avec leurs éditeurs, ça crée parfois même de la suspicion. Donc voilà, l'idée c'est que les gens agissent en transparence et qu'on sache un peu tous ce qui se passe dans les caisses des librairies. Et puis aussi, là c'était plutôt du côté des éditeurs, l'idée c'était aussi pour eux d'avoir plus de réactivité parce que somme toute, ils placent effectivement en librairie, ensuite savoir à quelle vitesse ils doivent réimprimer, à combien, etc. Tout ça est aussi un problème pour eux. Donc c'était aussi cette ambition qu'il y avait dans le projet.
Donc, il y a eu beaucoup d'ateliers qui ont été menés depuis 2023 pour essayer de mettre en place une structure et une interface qui soit, et j'y reviendrai, mais c'est assez important, je pense, qui soit la même pour tout le monde. C'est-à-dire que, ce qu'un auteur voit et ce qu'un éditeur voit, c'est la même chose. Ça faisait aussi partie des choses, enfin, des points importants pour nous, pour avoir cette idée de transparence et d'égalité dans l'information transmise. Raison pour laquelle il y a un comité de mission qui aussi porte le projet et qui reprend tous les acteurs institutionnels et commerciaux, donc tous les gens qui font partie du conseil d'administration de la société que je vais vous présenter dans un instant, pour pouvoir garantir la raison d'être du projet. Euh, le service. Donc l'idée, c'est, comme je vous le disais, de la transparence, hein, c'est vraiment le mot d'ordre. On a développé une interface qui, je pense, je l'espère, en tout cas, c'est les retours qu'on a sont plutôt très positifs, soit facile d'accès, ergonomique, lisible, lisible aussi pour des gens qui sont pas du tout familiers des chiffres de vente. L'idée, c'est que, encore une fois, vous puissiez avoir une information qui soit immédiate, pas présentée sous forme de tableau Excel ou de choses un peu compliquées ou un peu ingrates, et que vous ayez un accès véritablement au catalogue de vos livres. On a développé un site qui est responsive, ce qui implique du coup que le site est parfaitement adapté aussi à votre écran de téléphone, de votre smartphone si vous en avez un, puisque on n'a pas développé d'application, c'était beaucoup trop cher pour être très honnête avec vous. Et maintenant, comme on a la chance de pouvoir faire des sites qui sont parfaitement responsives, donc parfaitement adaptés, c'était pas non plus très utile. Comme vous allez le voir après quand je vais vous présenter l'inscription. Vous avez aussi, indépendamment de ce que vous voyez dans l'interface, en amont, au niveau de l'inscription, vous pouvez aussi bien vous inscrire sur un ordinateur que sur une tablette ou un smartphone sans problème. L'accès au service se fait via une plateforme sécurisée. Ça, c'était évidemment important. Nous avons développé un site avec l'idée qu'il y avait quand même des données sensibles, puisque ce sont des données chiffrées de vente qu'on vous remonte. Et donc, l'idée, c'était que on puisse garantir la sécurité. Donc, on a une infrastructure française avec des serveurs qui sont hébergés en France uniquement et avec tout un système d'inscription qui nous permet de sécuriser pour être sûr que les personnes, et en l'espèce, puisque on s'adresse à vous là, les auteurs, aient accès uniquement à leurs données. Et uniquement, et ça, j'insiste parce que par rapport à ce que je vais vous montrer après sur la nature des données, nous ne vous présentons pas de données de la concurrence. C'est-à-dire que si d'aventure vous aviez l'ambition de comparer votre livre à celui d'un concurrent avec tous les guillemets qu'on peut y mettre, ou en tout cas de quelqu'un qui est sur le même terrain que vous, ben, ce n'est pas possible. Vous n'avez possibilité d'avoir accès qu'à vos chiffres. Et quand je parle de chiffres, je ne parle que de volume de vente. On ne remonte pas de données de chiffre d'affaires. D'abord parce que ça serait forcément faux pour plein de raisons, mais aussi parce que l'idée c'était véritablement de vous donner une idée de vos ventes, mais pas de combien est-ce que vous pouvez escompter de droits d'auteur sur ces ventes. Voilà, l'idée c'est de rester sur des volumes. Et par rapport à ce que je vais vous présenter juste après, pour l'instant, ce qu'on vous montre, c'est un indicateur hebdomadaire. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en place tout de suite. L'idée étant de vous donner des chiffres de vente qui vont être qui émanent d'un prestataire qui s'appelle GFK, dont je vais vous parler, et qui sont des données hebdomadaires, des données statistiques. Donc là, vous allez avoir, quand vous vous loguez aujourd'hui, vous savez que vous avez, là on est jeudi, vous allez avoir ce soir une mise à jour qui vous permettra de voir les ventes de la semaine précédente et vous pourrez comparer aussi d'une semaine sur l'autre, mais donc c'est pas au jour le jour. On a en revanche prévu, et ça sera plutôt début 2026, de vous remonter des chiffres quotidiens dont je vais vous parler dans un instant. Voilà.
Donc, ce à quoi vous avez accès aujourd'hui, quand vous vous inscrivez sur la plateforme Phileas, donc ce sont des données issues de ce panéliste qui s'appelle GFK. Qu'est-ce que GFK? Pour ceux qui connaissent, peut-être probablement certains d'entre vous, c'est une entreprise qui fait de la statistique. Donc eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un panel de libraires qui se veut représentatif des ventes au national. Panel qui, même si ils veulent pas le dire, mais on le sait, inclut notamment Amazon et la Fnac, ce qui n'est pas résiduel dans les ventes, pour le pire et le meilleur, mais c'est comme ça. Et donc ça leur permet, eux, d'extrapoler à partir du chiffre, de dire, bah voilà, on sait que vu ce que nous remontent nos libraires de notre panel, on sait qu'on a euh, tant de ventes au national. Mais donc ce ne sont pas des chiffres fermes. C'est-à-dire qu'à la base, eux collectent des données sorties de caisse, mais ils en tirent un autre chiffre. Donc c'est une statistique, donc c'est évidemment pas un chiffre ferme, et je vous le dis parce que du coup, on insiste bien là-dessus, ça ne se substitue jamais aux redditions de comptes de vos éditeurs, pour une raison simple, c'est que encore une fois, d'abord, ce ne sont pas des chiffres réels, ce sont des extrapolations. Et puis parce que vos droits d'auteur sont calculés sur la base de ce fameux flux aller-retour dont je vous parlais, donc sur le placement moins aller-retour. Mais ça ne peut pas être calculé sur ces statistiques qui évidemment sont pas justes. Elles sont, je vous le dis aussi parce que ce sont des remontées qu'on a nous de la part des auteurs et même des petits éditeurs aujourd'hui avec qui on travaille, euh, très souvent un peu sous-évaluées par rapport à la réalité. Dans la majorité des cas, c'est ce qu'on nous remonte. Et ça s'explique par deux ou trois facteurs. Le premier, c'est que GFK n'a pas les ventes réalisées auprès des bibliothèques. Donc toutes les ventes faites sur bon de commande, ils savent pas. Ils n'ont pas non plus, si jamais votre livre s'est vendu à l'occasion d'un salon, d'une dédicace chez un libraire qui n'est pas inclus dans le panel, ils n'ont aucun moyen de le savoir, donc ils vont évidemment pas pouvoir remonter ces données-là, parce que du coup ça crée un pic que eux ignorent. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui leur échappent. Il n'y a pas les ventes numériques non plus, on a que les ventes des livres physiques chez GFK. Voilà, donc l'idée, c'est plutôt de vous donner des tendances, de vous permettre de vous rendre compte s'il y a une opération de communication à un moment donné, voir si ça a véritablement bien fonctionné. Si vous-même d'ailleurs faites cette communication sur vos propres réseaux, ça vous permet de suivre un petit peu, de voir aussi comment le livre démarre. Est-ce qu'il est au moment de sa sortie, est-ce que tout de suite vous voyez que ça se transforme en achat ou pas? Voilà. Et puis l'intérêt, surtout pour nous, c'était de pouvoir rapidement présenter des chiffres, parce que ces données-là, on n'a pas besoin de les créer, elles existent déjà. Donc nous, on les achète à GFK et on les retransmet gratuitement donc aux auteurs. Voilà, donc c'était l'intérêt. Donc il y a des forces et des faiblesses chez GFK. La première des forces, quand même, étant, encore une fois, de vous donner des données qui sont quand même assez fiables et tout de suite disponibles. Oui, pardon, je reviens juste sur un point aussi que je n'ai pas abordé, pardon, j'avais écrit là. Nous avons aussi acheté cette donnée avec un historique des ventes sur 2 ans. On n'a pas eu possibilité, et je pense, j'espère qu'on aura les moyens de le faire dans les mois et les années sans doute, mais les mois même à venir. Pour l'instant, on ne vous remonte des chiffres que depuis janvier 2023. Donc, enfin, s'agissant de livres un petit peu anciens éventuellement, ça va évidemment pas être très pertinent. Ça va être vraiment important pour vous plutôt d'avoir des ventes sur des livres récents ou voire des livres qui viennent de sortir. Mais on n'a pas possibilité pour l'instant d'aller au-delà. Encore une fois, ça reste une ambition, hein, je ne désespère pas, mais on n'a pas possibilité pour l'instant de vous donner des chiffres au-delà de 2023. Donc voilà, donc on va avoir normalement à partir de début 2026 pardon, d'abord, oui, pour vous dire où est-ce qu'on en est, excusez-moi. Donc on a lancé le service auprès des auteurs le 11 avril dernier. On a ouvert aujourd'hui, on a plus de 5000 demandes d'inscription et on a 4300 auteurs qui sont inscrits et donc qui bénéficient déjà de Phileas. On a plutôt que des retours
positif, pour être honnête. Enfin, c'est pas pour faire, pour fanfaronner, mais on est vraiment assez content de ça. On constate que les gens sont vraiment contents. Alors, avec cette faiblesse, ben, d'ailleurs, c'est pour ça que je reprends un peu des éléments avant de, parce que je sais quels sont les problèmes qui peuvent se poser. C'est cette faiblesse du chiffre GFK qui est pas toujours fiable, mais souvent sous-évalué. Et puis, par rapport au parcours d'inscription que je vais vous montrer après, les 700 auteurs de différence entre les demandes d'inscription et les auteurs effectivement inscrits sont des gens qui ne vont pas au bout du parcours d'inscription. Parcours qu'on a voulu le plus simple possible, mais qui présente quelques petites contraintes que je vais vous indiquer, et contraintes qu'on a choisi de garder parce qu'elles garantissent la confidentialité du service. Donc on est quand même un petit peu obligé de ça. Et bon, on constate qu'il y a des auteurs qui du coup abandonnent en cours de route, qui éventuellement d'ailleurs reviennent un peu plus tard, hein, parce que voilà, l'avantage de ce parcours, c'est que vous pouvez l'arrêter à un moment donné et y revenir 3 jours plus tard si ça vous arrange. Mais on est obligé d'en passer par là. Donc nous, ensuite, on fait un travail aussi de relance auprès des auteurs qui ont démarré une inscription et qui se sont arrêtés en cours de route. Donc cet indicateur quotidien dont je voulais vous parler, celui-là on y tient beaucoup parce qu'en plus il était véritablement dans l'ambition initiale de Phileas, hein, qu'on a dû revoir pour plein de raisons que je vous passe. Mais l'idée c'est vraiment de pouvoir remonter aux auteurs et aux petites structures éditoriales qui sont clientes de Phileas des données sorties de caisse libraires. Pas extrapolées, cette fois on ne parle pas de statistiques, nous on n'a pas volonté à faire de la statistique, c'est pas notre métier, on ne sait pas faire. Donc l'idée, nous, c'est de vous dire, voilà, on va avoir une liste de libraires qui ont d'ores et déjà accepté de travailler avec nous. Donc on va avoir au démarrage à peu près 800 libraires indépendants français. Je vous le dis aussi parce qu'on n'a pas de chiffre à l'international, hein, aujourd'hui, et même demain, en tout cas, c'est pas prévu tout de suite. Donc là, on vous remonte ce qui se passe en France uniquement. Mais l'idée, c'est que tous ces libraires qui acceptent de travailler avec nous nous donnent, par l'intermédiaire de Dilicom, que vous connaissez peut-être, qui est donc un opérateur du livre et de la librairie assez, assez connu. C'est Dilicom qui est déjà branché avec ces libraires-là, qui va nous fournir des données sorties de caisse librairie. Donc vous saurez sur toute une liste qu'on vous présentera quel est le volume total que toutes ces librairies ont vendu sur chacun de vos livres. Et au jour le jour. C'est donc ces deux choses qu'on tient à vous présenter. L'idée, c'est que ça coexistera toujours avec l'indicateur GFK hebdomadaire qui lui inclura la FNAC et Amazon et qui sera de la statistique extrapolée. Et à côté, vous allez avoir début 2026, pour ceux qui sont déjà ou ceux qui sont sur le point de s'inscrire, un autre écran que vous pourrez basculer de l'un à l'autre qui vous montrera les données de sortie de caisse de ces libraires-là. Donc là, l'idée, c'est que nous, petit à petit, hein, on collecte de plus en plus. Donc on sait qu'on a déjà les libraires du syndicat de la librairie française et ceux de la DELC qui remontent déjà tous ces chiffres-là parce que eux les agrègent déjà pour leurs propres besoins entre libraires. Ils sont déjà dans du partage de ces données-là. Donc nous, on se greffe en fait un peu là-dessus d'une certaine manière et on collecte les mêmes données que ce que eux voient. Et je termine donc sur l'organisation de la société assez rapidement pour ensuite passer à la démo du site. Donc voilà, société à mission, comme je vous le disais. Et l'idée, c'était d'avoir des collèges représentant chaque partie de l'interprofession, donc les auteurs, les éditeurs, les libraires et les partenaires institutionnels, en l'espèce la SOFIA, qui font partie du comité de mission et un conseil d'administration qui regroupe l'ensemble des organisations que vous avez sous les yeux, que vous connaissez, je pense, pour la plupart, avec toujours ces acronymes. Mais l'idée, voilà, que vous comprenez l'idée, c'est que tout le monde est à part égale, hein, donc chacun a la même voix au conseil d'administration, et ça nous permet d'avoir de décider des orientations stratégiques de la société. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la société. Je ne sais pas si j'ai pas trop dépassé. Ah, un peu quand même. Bon, je fais rapidement. Cette fois, donc, je vous fais une démonstration du service. Je vous laisserai
Isabelle, me dire si vous voyez bien ce que je m'apprête à montrer. Attendez. Toc. Hop. Oh, excusez-moi, problème technique. Mhm. Je remonte au début. Hop là. Est-ce que vous voyez bien mon écran Oui, oui, démo? oui, oui, je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est bon? Oui, Ok. Donc, quand vous arrivez aujourd'hui sur le site de Phileas, voilà ce que vous voyez. Vous avez la possibilité donc de vous identifier comme auteur. Donc, soit vous avez déjà un compte, soit vous le créez. À cet endroit, on est sur un système assez classique hein, que vous connaissez sur à peu près tous les sites, c'est-à-dire qu'on vous demande de renseigner un email et de créer un mot de passe. Mot de passe qui est évidemment sécurisé avec tous les critères habituels, avec la nécessité d'accepter les conditions d'utilisation. Là, à cet endroit-là, il y a un système de double authentification. On revient toujours sur les problèmes de sécurité. Donc, vous allez recevoir, vous, sur l'email que vous avez renseigné précédemment, un code. Ça fonctionne plutôt bien. On a eu des petits soucis au début, mais maintenant ça se passe plutôt bien. Donc, vous recevez un code et là, vous arrivez vraiment sur le formulaire d'inscription. Ce formulaire vous demande votre nom d'usage et votre prénom. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter de prénom supplémentaire, mais vous pouvez le faire si vous en avez, si ça vous semble pertinent de le faire. Euh, et on vous demande, et c'est pour ça que d'ailleurs j'insiste à cet endroit-là, on va vous demander, ça c'est assez récent, je fais juste une petite pause, on vous demande aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, dès ce formulaire, si vous publiez sous une identité votre nom tel que vous venez de le renseigner, ou, puisque vous avez la possibilité de faire les deux évidemment, sous un pseudonyme. Je vous le signale là parce qu'on a eu des cas assez fréquents de gens qui ont renseigné leur pseudo dès le début, donc sur la partie nom d'usage et nom de famille. Votre pseudo ne doit surtout pas apparaître là. Ce qu'on a vraiment besoin de savoir, parce qu'en fait, on va avoir deux phases dans le parcours. Euh, L'idée, ça va être de pouvoir vous rattacher vos données bibliographiques, mais aussi de pouvoir vous identifier en tant que personne. Et être sûr qu'on a bien une personne en face et pas un robot ou quelqu'un qui tente d'usurper votre identité. Donc, on a besoin d'avoir votre identité civile. On ne peut pas avoir que votre pseudo, ça, ce n'est pas possible. Et donc, surtout, votre pseudo, il va se renseigner dans le champ que je vous montre maintenant, donc, qui est donc en dessous, mais surtout pas dans votre nom de famille. On vous demande aussi maintenant de renseigner l'ISBN d'un ouvrage. On ne le faisait pas avant. On s'est rendu compte, nous, que ça nous compliquait parfois les rattachements, surtout quand on a des homonymes. Pour nous, c'est très important de pouvoir avoir cet identifiant ISBN. L'ISBN, je pense que vous savez tout ce que c'est, hein, c'est l'identifiant donc unique de votre livre, qui est l'identifiant qui sert pour l'enregistrement à la Bibliothèque nationale. Et c'est le code barre, en fait, hein, c'est les chiffres qui commencent par 978 ou 979 que vous avez au dos de votre livre. Et ça, pour nous, c'est précieux, pareil, pour bien être sûr de rattacher la bonne entité auteur à la personne auteur qui est en train de s'inscrire. Donc, pareil dans le cas d'un pseudonyme, hein, on va vous demander aussi les mêmes informations. Euh, et Alors, attendez, que ça avance un petit peu, c'est un petit peu long à cet endroit-là. Et là, on va vous demander aussi, parce on est obligé de le faire, de renseigner autant que possible un document qui nous prouve bien que le pseudo que vous déclarez est bien le vôtre. Pour les mêmes raisons de confidentialité. Alors à cet endroit-là, c'est important, on ne souhaite pas avoir, enfin parce que c'est arrivé, on ne veut pas votre contrat d'auteur, mais si vous avez juste la possibilité de nous envoyer, par exemple, la,
la capture d'écran de la partie dans votre contrat qui établit le lien entre votre identité civile et le pseudo. Pour nous, c'est suffisant et ça nous permet de lever des doutes. Vous pouvez aussi nous envoyer, je sais pas, si vous avez un lien avec un site qui prouve bien que, enfin, qui établit un lien entre votre identité civile et votre pseudo, c'est pareil, ça nous suffit. En fait, l'idée, c'est juste d'éviter, pour être très clair avec vous, comme on n'est pas nombreux, c'est de pouvoir aller vite et bien ne pas avoir à chercher pendant des heures sur Internet si la personne qui prétend être tel auteur sous pseudo est bien la bonne. Donc plus vous nous donnez d'informations, encore une fois, l'idée est absolument pas d'être intrusif. De toute façon, ces documents sont systématiquement détruits, hein. On en a besoin juste nous pour confirmer votre identité. Donc l'idée, c'est vraiment juste de pouvoir aller le plus vite possible et valider les inscriptions des auteurs qui attendent. Voilà. Donc à cet endroit, on vous dit voilà, vous pouvez ajouter plusieurs pseudos, effectivement, si vous en avez plusieurs, avec à chaque fois un petit justificatif. Votre date de naissance, c'est pareil, c'est important. Pour valider votre identité, on va en avoir besoin. Euh, et voilà. En gros, là, ce qu'on vous demande, ce sont des informations qu'on va pouvoir recouper, nous, toujours dans le processus d'inscription, avec, avec votre carte, enfin votre pièce d'identité qu'on va vous demander juste après. Donc voilà, là, l'ISBN, donc je vous expliquais, hein, le principe, c'est de pouvoir encore une fois rattacher sans chercher trop les personnes. Voilà, donc une fois que vous êtes arrivé à cette étape-là, on vous demande de charger votre pièce d'identité. Ça, c'est important. Je m'arrête aussi une seconde là-dessus. La vocation de ça, encore une fois, c'est de vérifier, d'être sûr que la personne qui déclare être un tel est bien un tel, de vérifier d'abord que c'est une personne physique et voilà, de garantir au maximum la confidentialité des infos qu'on va vous remonter. Ce module d'inscription-là, elle s'appelle ID Now. C'est une solution française, là encore, avec des serveurs hébergés en France. Et tous les fichiers que vous chargez à cet endroit-là sont détruits systématiquement au bout de 30 jours. Nous, on les garde un tout petit peu pour pouvoir, d'abord parce qu'on ne valide pas forcément les comptes le jour même. Donc, ça nous permet de nous laisser un petit peu de temps pour être sûr, surtout quand on a des personnes qui nous disent, ah bah, je comprends pas. J'ai bien chargé ma pièce d'identité, mais le module a estimé que pour une raison ou pour une autre, c'était pas, la photo était un peu floue. Enfin bref, il peut y avoir plein de choses qui bug. Ou alors on a eu des problèmes de ce que je vous décrivais avant sur la nécessité de bien renseigner votre identité civile. C'est que on a des gens qui ont pas, enfin, mis leur nom de femme mariée par exemple. Enfin bref, il y a plein de cas où nous on peut ensuite valider manuellement, raison pour laquelle on conserve une trentaine de jours à peu près, pas à peu près, précisément, vos fichiers de pièces d'identité. Pour information, d'ailleurs, ce module est celui qu'utilise la Française des Jeux. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous aider à quelque chose, mais je vous le dis. Donc, c'est passeport, carte d'identité. Je crois que oui, on a aussi les permis de conduire éventuellement, si vraiment. En général, ce qu'on a constaté, c'est que souvent les parcours d'inscription qui sont interrompus par les auteurs, c'est souvent à ce moment-là. Voilà, parce que j'imagine le fait d'avoir à charger la pièce d'identité peut poser problème. Mais bon, en réalité, je vous dis, on ne le fait pas par plaisir, hein. C'est vraiment parce qu'on est, nous, obligés de vous garantir quand même la confidentialité des infos qu'on vous remonte. Voilà, donc une fois que ça c'est bien fait, vous le laissez bien tournicoter, il faut aller jusqu'au bout, parce que sinon, ça l'énerve. Donc, il charge cette pièce et à ce moment-là, vous allez recevoir un message. Ah oui, d'abord, éventuellement, si on n'a pas retrouvé le AN que vous nous avez donné, ça arrive. Donc là, on vous demande éventuellement de nous en donner un autre. Et votre numéro ISNI, si vous le connaissez. Je sais que certains auteurs sont familiers de ça, d'autres pas du tout. L'ISNI, c'est un numéro international qui est stocké dans une base. Oui, les ISBN doivent toujours faire 13 caractères, sinon c'est qu'on a un problème.
Les ISNI sont tous stockés dans une base qui s'appelle la base ISNI, qui est une base internationale qui alimente la Bibliothèque nationale et qui donne en théorie un numéro unique d'identification pour un auteur, qui nous permet aussi parfois de lever des doutes sur des pseudos, parce qu'en général, quand tout est bien fait, votre identité civile est bien liée à vos pseudos. Voilà, donc nous, ça nous permet là aussi d'avoir un renseignement supplémentaire. Encore une fois, c'est pas pour vous fliquer, c'est pour nous savoir si les livres qu'on vous rattache sont bien les bons. Et il arrive encore qu'il y ait un souci à ce niveau-là, parce qu'il y a des homonymes, parce qu'il y a des ISNI qui ont été mal renseignés par la BNF, et où du coup, il peut y avoir des livres qui vous sont attribués qui ne sont pas les vôtres. C'est arrivé, pas très souvent, mais ça arrive malheureusement. Voilà, donc plus on a d'informations, normalement, plus on lève les doutes et plus on est efficace, nous. Voilà. Et donc, une fois que vous avez validé ça, vous allez recevoir un petit message qui vous dit que tout est bon. Et donc, là, c'est maintenant de notre côté. C'est nous qui validons les inscriptions. Voilà, encore une fois, le plus rapidement possible. Voilà pour la partie inscription. Est-ce qu'on n'est pas trop mauvais sur le temps? Ça va? Je vais vous montrer maintenant. Hop, hop là. Attendez, j'arrête ce partage-là et je vous remontre autre chose, cette fois qui est la visite du site. Alors, ah mince, excusez-moi, j'arrive. Hop, hop. Alors, est-ce que vous voyez bien là encore le site? Je reviens. Excusez-moi. Oui, Isabelle, c'est bon, vous voyez? Ah, je vous entends pas, pardon. Pardon. Non, là, je vois pas de document. Non, non. Vous ne voyez pas de document, Rien n'est excusez-moi. affiché à l'écran. C'est bon? Oui, là, c'est bon. Ok. Donc là, c'est pour vous montrer ce que vous voyez une fois que vous êtes inscrit. Alors, si vous étiez Jules Verne, ce qui n'est probablement pas votre cas, mais on a choisi, donc ça c'est un contest, hein, pour être très clair avec vous, qu'on avait créé où tous les chiffres sont faux et où l'auteur, a priori, n'est plus vivant et n'a pas de problème avec ses droits. Mais voilà, l'idée c'était de vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Donc on a voulu ce site encore une fois le plus ergonomique possible, avec finalement une interface qui ressemble assez à un site de vente. Alors évidemment, on ne va pas vous proposer d'acheter vos livres, mais l'idée c'est de se présenter un peu de la même manière, que ça soit agréable à consulter et que vous ayez sur une seule vue l'ensemble de vos livres qui vous soit montré. Là, vous avez donc ce que je vous disais, hein, sur les ventes qu'on vous remonte aujourd'hui, qui sont les ventes GFK. Donc, on vous indique sur quelle période on se trouve, avec quoi est-ce qu'on la compare, puisque vous avez à la fois le volume des ventes qu'on vous montre là. Donc, par exemple, dans le cas de l'île mystérieuse, on voit qu'on en a vendu 43 sur la période du 23 au 29 juin que au cumul depuis 2023, on en aurait vendu 5308. Bon, tout ça évidemment faux. On vous met aussi un petit indicateur là qui vous indique la progression qu'il y a eu entre ces deux périodes, voilà, qui est exprimée donc en pourcentage. Sur l'écran d'après, qui est donc en haut, vous avez l'accueil ou tous mes livres. Quand vous êtes sur tous mes livres, vous avez la possibilité là d'avoir un peu plus de filtres. Vous pouvez, si vous avez beaucoup de livres auxquels vous avez contribué, vous avez possibilité de les filtrer par marque éditoriale, par année de parution, par format, par série. Et très prochainement aussi, vous pourrez les trier par collection si vous le souhaitez. Vous avez possibilité là-haut, en haut à droite, de déclarer un titre manquant.
Vous avez le nombre des notices. Donc là, alors, point important, ce qu'on appelle notice, c'est que pour un même livre, on peut avoir évidemment plusieurs formats. Une notice égale un format. Donc autant d'ISBN que de notices. Alors pour l'instant, vous n'avez pas encore accès aux ventes numériques. Les ventes numériques, elles viendront avec l'indicateur quotidien. C'est-à-dire que là, on va pouvoir vous remonter à la fois les fameux chiffres sortis de caisse librairie dont je vous parlais, mais aussi les ventes réalisées sur les plateformes ou sur les sites de vente qui font du livre numérique. Pareil pour l'audio, je pense que l'audio, ça sera un petit peu plus tard en 2026, mais c'est un peu plus compliqué pour des raisons que je vous expliquerai. Mais l'idée, c'était quand même de pouvoir tout vous remonter, le poche, le grand format, tous les formats qui peuvent être liés sur un même titre. Voilà, ça c'est la partie pour vous déclarer un titre manquant. Donc si jamais vous constatez qu'il vous manque quelque chose, vous nous le dites. C'est au même endroit d'ailleurs que vous pouvez nous déclarer un titre qui n'est pas à vous. Donc c'est le petit formulaire de support qui est donc en haut à droite. Et voilà. Si ensuite on regarde la fiche d'un seul livre, pour Futurama, en l'occurrence, vous avez les informations primaires hein, du livre, donc évidemment les contributeurs, le titre, la date de parution, l'éditeur. Vous avez aussi une information de disponibilité sur laquelle je m'arrête rapidement. Ça, c'est important parce que c'est une question qu'un auteur m'a posée et il avait tout à fait raison de me le dire. Nous, ce qu'on récupère, donc les données bibliographiques qu'on vous présente, viennent de Dilicom. Dilicom, comme je vous disais, c'est un opérateur du livre assez connu. Eux, ils sont chargés de gérer et d'administrer ce qu'on appelle le fichier exhaustif du livre, ce qui leur permet d'agréger la quasi-totalité des ISBN des livres qui sont commercialisés aujourd'hui en France. Ils nous remontent, en termes de disponibilité, ils nous remontent trois types d'informations, soit apparaître, soit disponible, soit non disponible. Je vous le dis parce que derrière le non disponible, il peut y avoir beaucoup de réalités différentes. Ça veut juste dire qu'à un moment donné, un libraire a essayé de commander le livre et qu'il a pas reçu sa commande. Donc, derrière, il peut y avoir un problème de stock, une indisponibilité du coup qui peut être permanente, mais qui peut être aussi tout à fait provisoire. C'est-à-dire que le titre peut être en cours de réimpression. Disons que ça n'augure pas de problème de ce livre a arrêté d'être commercialisé par l'éditeur, pas du tout. La non-disponibilité d'un livre peut avoir plein de sources différentes. Voilà, ça me paraissait quand même important de vous le préciser. Donc la collection, comme je vous le disais, elle est pour l'instant pas encore remontée, mais on devrait la voir là même pas semaines, jours qui viennent. Voilà, on sait aussi sur les données de contribution qu'on vous remonte là, chose importante aussi, les données de contribution, elles nous sont donc fournies par Dilicom. On est en train d'agréger d'autres bases de données parce qu'on s'est rendu compte que les types de contributions chez Dilicom n'étaient pas toujours bien renseignés, sont des données qui sont pas toujours bien, en particulier sur les auteurs et les contributeurs, parce que par exemple, les traducteurs sont souvent très mal identifiés, les auteurs de la préface, enfin bref, tous les auteurs du paratexte ou les auteurs qui ont contribué au livre, autres que l'auteur principal, c'est pas toujours bien renseigné chez Dilicom. Donc on agglomère maintenant d'autres données qui nous permettent déjà, là, depuis quelques jours maintenant, enfin, de donner plus de contributeurs pour un même livre, notamment les traducteurs et les illustrateurs également, ce qui vous concerne au premier chef. On a pas mal de retours maintenant positifs de ces auteurs qui nous disent, ah bah oui, mais il me manque 10 livres, 15 livres. Et voilà, grâce à cette nouvelle constitution de base, on arrive à être beaucoup plus exhaustif sur les catalogues de livres qu'on propose aux auteurs. Ce qui n'empêche qu'il peut toujours y avoir un titre manquant. À ce moment-là, vous nous l'indiquez évidemment. Donc là, vous avez les mêmes indicateurs que ce que je vous disais. Là, pour l'instant, hein, avant l'indicateur quotidien, pour l'instant, ce que vous voyez là, c'est ce que vous avez aujourd'hui. Vous avez les comparaisons par semaine. Les ventes depuis 2023, hein, comme je vous disais, pour l'instant, on n'a pas possibilité de remonter au-delà.
On vous remet là un petit mot pour vous dire que ces chiffres sont informatifs, qui ne peuvent pas se substituer à vos redditions de compte pour tout ce que je vous expliquais. Ce sont des statistiques et pas des chiffres réels sur lesquels on peut s'appuyer pour votre rémunération en tant qu'auteur. Voilà, vous avez ensuite un petit graphique qui vous permet soit d'avoir une vision du cumul de vos ventes et leur progression sur la période que vous définissez. Et vous avez possibilité aussi de le faire de manière hebdomadaire. Là, ça vous permet, c'est assez, ça c'est l'écran que je crois les gens préfèrent en général parce que ça vous permet vraiment de voir semaine par semaine ce que je vous disais tout à l'heure, s'il y a eu une opération de communication, une dédicace, si toutefois elle a pu être prise en compte par GFK. Et puis de toute façon, l'écran sera le même pour l'indicateur quotidien. Ça vous permettra de voir si vraiment ça a généré un pic de vente. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour là de ce que je voulais vous montrer. Voilà, vous avez aussi possibilité, si toutefois ça vous intéresse, de présenter en mode liste. Ça vous permet de visualiser de manière un peu plus immédiate. Surtout si vous avez beaucoup de livres, je pense que c'est surtout ça qui peut être, dans ce moment-là, que ça peut être important, sachant que là, maintenant, vous avez en plus, ce n'était pas sur cet écran-là, une possibilité d'export pour ceux qui seraient un peu familiers et qui ont une certaine appétence pour les chiffres. Vous avez possibilité de l'exporter sous Excel. Voilà pour la démonstration que je pouvais vous faire. Et j'ai terminé. En ce qui me concerne, Isabelle, pardon, hein, j'étais un peu vite et parfois un peu brouillonne. Je suis désolée, j'entendais mes enfants qui s'agitaient à côté. Non, mais Euh, il y a pas de problème, Émilie. On va comme ça pouvoir faire les questions et clarifier les points à ouais. clarifier. Du coup, j'ai été plus longue que prévu. Je suis désolée. Non, 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 mais on n'est pas à 2 minutes près non plus, hein. Bon. Alors, il y a quelques questions. Mhm. Je vais commencer à les lire. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que les livres audio sont inclus dans la base? Alors, nous avons en bibliographie, aujourd'hui, on récupère bien à la fois les livres numériques et les livres audio. On ne les montre pas parce qu'on ne peut pas montrer de chiffres pour l'instant. L'idée, c'est que on va avoir un problème pour l'audio. C'est pour ça que je vous disais, je pense que ça sera un peu plus tard en 2026. Et c'est un problème qui se pose aussi un peu pour le numérique. C'est que comme on ne vous remonte pas de données de chiffre d'affaires, mais uniquement des données exprimées en volume, tout ce qui se vend en vente à l'acte, donc un livre entier acheté, ça, on va pouvoir le remonter assez rapidement. Là où on va avoir un angle mort parce qu'on ne sait pas comment l'exprimer en volume, c'est toutes les ventes, et pour l'audio particulièrement, c'est un problème, toutes les ventes réalisées en streaming sur les plateformes qui font du streaming. Parce que du coup, là, on n'est pas sur un schéma classique de un achat, une vente d'un livre entier. Donc pour l'instant, les livres audio, on a de toute façon la volonté de les remonter au moins sur les ventes à l'unité. Les ventes par abonnement, enfin sur des plateformes qui fonctionnent à l'abonnement, on ne sait pas encore comment on va pouvoir les montrer. Il va falloir qu'on réfléchisse. Ça sera encore l'objet d'atelier, je pense. Mais en tout cas, ça sera le cas, oui. D'accord. On a des questions aussi un peu plus techniques. Il y a quelqu'un qui dit qu'elle n'a pas reçu le code de vérification, Ah bon? même dans ses spams, et ben, elle, du coup, sa demande d'inscription est bloquée. Ok. Que fait-on dans ce cas-là? Alors, dans ces cas-là, vous nous contactez parce que ça veut dire qu'il y a eu un problème. Ça arrive en fait que ça n'arrive même pas dans vos spams parce que comme c'est quand même c'est le système de double authentification, c'est généré par Cédine Blue qui est un opérateur qui fait du mailing en fait. Donc ça arrive que ça soit même pas dans vos spams parce que ça bloque avant et que votre fournisseur d'accès ait refusé la délivrance. Donc dans ces cas-là, il faut nous contacter directement sur le support, c'est quand même le plus simple. Sur le support du site Phileas, vous nous dites, voilà, je comprends pas. Et nous, soit on arrive à le débloquer, soit on fait autrement. Mais normalement, on arrive à vous le débloquer en passant du coup dans notre... Enfin, en tout cas, dans ces cas-là, vous n'avez pas possibilité de vous débrouiller tout seul. Effectivement, il faut qu'on... Vous n'hésitez pas, ou alors soit sur l'adresse contact, soit sur le support sur le site, et on s'en occupe manuellement.
D'accord. Il y a une autre question technique qui concerne la date de naissance. Il y a une personne qui n'arrive pas à corriger sa date de naissance. La date est fausse et elle n'arrive pas à la corriger. D'accord. La date qu'elle a renseignée dans son formulaire d'inscription est fausse? Ben, j'imagine. Ok. Elle n'arrive pas à la corriger. Alors ça, je vais voir. Écoutez, c'est un cas inédit. Du coup, je vais en parler et je vais voir ce qu'on peut faire là-dessus. Et pareil, bah, je vais pas vous demander mais que à ce moment-là, que la personne peut-être, pareil, n'hésitez pas à m'écrire là sur l'adresse contact. Je sais pas si vous voyez la slide que j'ai mise là. Vous nous écrivez tout ça sur l'adresse contact et puis on ira voir parce que du coup, il faut qu'on aille débloquer au nom de la personne directement dans son compte, parce que nous, de toute façon, on a un back-office qui nous permet d'administrer tout ça, hein, donc on va aller voir. Et dans ah oui, c'est la même personne, pardon, qui dit que c'est une question sur la gestion, pardon, des noms d'auteurs. Sept Ouais. utilisateurs sont associés à ces ouvrages. Il s'agit de tout ou partie de mon nom de famille. Pardon, j'ai pas compris. Cet utilisateur. Alors, j'avoue que moi non plus, pardon Alexandrine, je ne comprends pas toute ta question pour être tout à fait franche. Elle a un souci avec la gestion des noms d'auteurs Est-ce sur que, deux est-ce, ouvrages ou plusieurs ouvrages. est-ce que je peux prendre la parole, Oui, Isabelle? vas-y Alexandrine. Oui, bonjour, bonjour à toutes et Bonjour. à tous. Bonjour Émilie, bonjour Isabelle. Euh, oui, pardon pour cet aparté. Donc, en fait, nom d'utilisateur, c'est pas le terme que j'emploie personnellement, hein, c'est le terme qui est mentionné sur Phileas sous l'onglet Gestion de mes noms d'auteur. Et donc, Ah, quand j'ouvre cet onglet, je trouve 7 utilisateurs, donc je mets des guillemets, associés à mes ouvrages. Et en fait, comme je m'appelle Alexandrine Sivard-Racinet, ben, j'ai un premier utilisateur qui s'appelle Alexandrine Sivard-Racinet, un deuxième qui s'appelle Alexandrine Sivard, un troisième Alexandrine Racinet, et j'ai même un Sivard Alexandrie. Bon, voilà. ok, ok. Et Je comprends. sur le premier, le premier utilisateur, celui qui reprend mon nom complet, la date de naissance qui apparaît à l'intérieur donc de ces informations, une date de naissance que je n'ai pas renseignée, qui ne figurait pas dans mon inscription, enfin, qui est différente de celle que j'ai donnée lors de mon inscription, inscription qui s'est très bien passée par ailleurs, hein. Et donc, comment la modifier? Est-ce que je fais ça avec vous, effectivement, pas via contact, ou est-ce que je peux le faire manuellement? Merci beaucoup, j'éteins l'audio. Ça marche. Merci, Bah, Alexandrine. merci beaucoup Alexandrine pour cette question. Alors effectivement, bah, comme je me disais, vous êtes déjà nombreux peut-être à être déjà inscrits ou un peu familiers du service. Alors, ce qui se passe, il faut qu'on modifie ça. Effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est pas clair. En fait, ce qu'on appelle utilisateur, c'est pas du tout utilisateur. C'est nous quand on a créé votre compte. Par rapport à votre identité, on a dû vous rattacher non pas une seule entité auteur, on va appeler ça comme ça, qui est donc la dénomination que vous pouvez avoir dans la base d'Illicom et ou la base Electre, qui est la base qui nous sert aujourd'hui encore à alimenter davantage la base bibliographique de Phileas. Et en fait, le problème, c'est que selon les livres et selon la manière dont ils ont été renseignés par votre éditeur ou le distributeur de votre éditeur et la manière dont c'est remonté ensuite dans Dilicom, pour votre catalogue de livres écrit par Alexandrine Sivard-Racinet, je vais avoir, moi, toutes les entités que vous avez citées là qui vont être toutes rattachées à un livre différent parce que votre nom n'a pas été toujours libellé de la même manière. Et donc, nous, on a été obligés, pour pouvoir bien présenter tous vos livres, d'ailleurs, vous me direz si vous avez bien tous vos livres et s'il vous en manque pas ou si au contraire, on ne vous en a pas attribué par erreur, mais pour pouvoir vous remonter tous vos livres, on a été obligé de vous associer des entités qui ne sont pas toutes libellées de la même manière. Sinon, vous n'auriez pas eu tous vos livres. Parce que nous, le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas possibilité, nous, d'agir sur les bases qui nous alimentent. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, enfin, on peut dire à Dilicom, là, c'est mal écrit. En fait, on pourrait le faire tout le temps parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'approximations, voire parfois d'erreurs. Mais pour plein de raisons, eux peuvent pas corriger de cette manière-là parce que eux prennent leurs informations d'une autre source. Donc, au final, nous, on se
débrouille. C'est pas très joli dit comme ça, mais on est obligé de se débrouiller pour bien. Le plus important pour nous, c'est de bien vous montrer tous vos livres. Donc du coup, on vous associe encore une fois des noms d'auteurs. Ne les supprimez surtout pas. Parce que sinon, il y a certains de vos livres qui vont disparaître, ou en tout cas qui risquent de disparaître. Donc, voilà, si là vous êtes OK sur le catalogue qu'on vous présente, si l'intégralité des titres qui sont là sont bien les vôtres, ne touchez à rien. Mais voilà, on vous l'indique là, je pense que c'est pas très utile. Je sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on avait pris ce parti-là. D'autant qu'on préfère dans tous les cas que vous nous contactiez et qu'on modifie manuellement. Ça n'a pas beaucoup de sens à mon avis de vous montrer ça. Voilà. Donc c'est juste indicatif, mais pas d'action de votre côté. Parfait. Alors, on passe à la question suivante. On demande où trouve-t-on le numéro ISNI? Alors, le numéro ISNI. Il y a deux sources possibles. Si toutefois vous en avez un, parce que tous les auteurs n'en ont pas, le numéro ISNI se trouve soit sur votre fiche d'identification à la Bibliothèque nationale. Donc, si vous interrogez le site catalogue.bnf.fr, je vous dis ça approximativement, je ne suis pas sûre que ce soit l'URL exact, hein, mais en gros, le catalogue de la Bibliothèque nationale qui est accessible en ligne sans problème. Si vous retrouvez votre entité, normalement, le numéro ISNI y figure. Si toutefois, la Bibliothèque nationale l'a renseigné. Ensuite, il est aussi visible sur la base ISNI. Alors, la base ISNI, je pourrais vous envoyer si vous voulez. Je crois que j'avais d'ailleurs fait une slide que je vous renverrai peut-être pour info. Je vous laisserai ensuite diffuser, Isabelle, si vous voulez, aux participants. Il y a un site qui s'appelle isni.org et si vous renseignez votre nom, prénom, alors peut-être si vous avez des homonymes, que du coup vous allez voir vos homonymes aussi apparaître. Mais cette base-là, normalement, est alimentée par l'ABN. Donc, normalement, si vous allez sur le site de l'ABNF et que tout a été fait correctement, vous verrez votre ISNI apparaître. D'accord. Ensuite, dans le futur, pourrions-nous avoir l'information sur le nombre de réassorts servis et le nombre de points de vente en rupture? Non. Non, alors ça, c'est fait vraiment pas partie des choses. En fait, le principe, c'est toujours qu'on va vous remonter. Alors, les réassorts services, ça c'est sûr que non, parce que de toute façon, on n'a pas vocation à vous montrer autre chose que de la vente sortie de caisse. Donc de toute façon, on n'aura pas on va pas vous montrer les stocks. On peut pas vous dire combien les libraires ont en stock. Euh, et, euh, et donc, voilà, de cette manière, tout ce qui impliquerait des données de stock ne peut pas vous être communiqué, quoi. On n'aura vraiment que des volumes et des volumes au global. C'est-à-dire que quand on vous dira il y a tant de ventes qui ont été réalisées sur ces 600, 700, 800 libraires, on ne vous dira pas pour des raisons de confidentialité cette fois, et c'est un engagement qu'on a vis-à-vis des libraires, on ne vous dira pas qui est en rupture ou qui l'a. La seule chose qu'on continuera à vous montrer, c'est cette info de disponibilité, comme je vous disais, qui est donc présente chez Dilicom, hein, ou s'il y a un titre qui est en non disponible, ça peut vouloir dire qu'il est en rupture. Mais c'est la seule information qu'on peut vous remonter. Ok. Ensuite, si le chiffre est une projection, cela veut dire que la donnée la plus significative actuellement, c'est l'évolution d'une semaine à l'autre. Alors oui, c'est une analyse qui est assez juste. Bah, après, elle peut être aussi faussée, hein, cela dit, d'une certaine manière. Je pense que l'idée est quand même la bonne, c'est-à-dire que c'est bien celle-là. C'est que quand même, comme ce qu'on cherche à afficher, c'est surtout et avant tout des tendances et des ordres de grandeur. Ce qu'on a constaté, si vous voulez, c'est que euh, GFK est assez bon tant qu'on est sur des grands volumes, en fait. Aussi bien des gros tirages que des ventes importantes. Là, ils sont plutôt pas trop mauvais, et surtout si les livres se vendent particulièrement en GSS, donc Fnac, Cultura et autres, ou sur les gros sites, les grosses plateformes. C'est vrai que dès que vous vendez en librairie indé, on se rend bien compte que ils sont pas très très bons.
Pareil sur tout ce qui est littérature régionale, enfin, ou des éditeurs qui ont une identité régionale forte et qui vendent bien sur un réseau de libraires partenaires qui fait pas partie du panel GFK. Là, on va avoir quand même des trous dans la raquette. Donc oui, j'aurais tendance à dire oui à l'auteur ou l'autrice qui pose cette question. Je pense que ce qu'il y a finalement de plus révélateur, c'est plutôt le mouvement de l'évolution, plus que les volumes précis auxquels, bon, voilà, je ne veux pas vous dire, en tout cas, ça sera pas, c'est pas une donnée ferme, quoi. On ne peut pas s'engager dessus. Ok, alors justement sur les points de vente, hein, pourrions-nous avoir les informations par réseau, Amazon, les librairies indépendantes, les Fnac, les GMS, hein, etc. Non, pareil pour les mêmes raisons. Alors de la part de GFK, c'est sûr que non, parce que GFK ne veut vraiment pas communiquer. Je vous disais même, nous on sait qu'il y a Amazon et la Fnac dedans, mais ils communiquent absolument pas dessus et eux ne nous fournissent pas plus d'informations à qui que ce soit, hein. En l'occurrence, même les très gros éditeurs qui ont les moyens de se payer les services de GFK qui achètent ces données déjà GFK aujourd'hui. Ils ont, eux, cette possibilité de se comparer, parce que du coup, c'est un service supplémentaire très cher chez GFK d'avoir ce qu'on appelle des données de marché, donc des données de la concurrence. En revanche, ils n'ont pas la possibilité de savoir quel type de structure vend leurs livres. On n'a pas possibilité de ça. Et de notre côté, c'est pareil, on a un engagement avec les libraires qui fait que ils ne veulent pas. Alors, j'aimerais bien quand même qu'on arrive à négocier avec eux la possibilité d'avoir au moins ces grands ensembles, GSS, GSA, librairie de niveau 1, librairie de niveau 2. Euh, pour l'instant, ils sont un peu rétifs à cette idée. Et puis, on essayait aussi d'avoir, parce qu'on trouvait que c'était une donnée pertinente, on va voir si on peut progresser là-dessus avec eux, de la donnée, pareil, régionale. Savoir si les livres se vendent particulièrement à un endroit en France, ou voilà, savoir s'il y a une grosse disparité Île-de-France et reste de la France. Enfin, ce genre de données, on trouvait que ça pouvait être quand même important. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas l'heure du jour. En tout cas, je peux pas m'engager dessus. Mais ces informations complètent l'autrice, on peut les trouver sur Edistat, non? Bah, alors, Edistat va vous fournir aussi autre chose. Edistat, ils font aussi de la stat, hein, c'est le principe. La différence entre Edistat et GFK, c'est qu'Edistat ne se base pas sur le même panel de libraires. GFK, comme je vous disais, donc ils ont Amazon, la Fnac, et Distat, ils ont les libraires utilisateurs de la base Titlive en fait. Donc ça présente déjà un panel de libraires assez important, mais c'est encore un autre périmètre. Donc après tout dépend aussi. Alors Edistat, il me semble aussi que vous avez soit une formule où vous pouvez payer au titre, je crois, hein, il y a quelque chose comme ça. Vous pouvez, enfin, vous payez un forfait, vous avez un titre et vous pouvez le suivre sur une durée. Donc c'est pas forcément tout le catalogue. Pour moi, c'est un service qui est payant. Je dis pas de Oui, c'est bêtises. ça, c'est par titre. Oui, Voilà. on Bah, la paye par différence là, titre. disons que nous, en tout cas, ce qu'on propose aux auteurs, en tout cas, c'est d'avoir un accès gratuit. Donc, c'est quand même la différence, elle est aussi là. Nous, ce qu'on ne propose pas non plus, c'est un système de top ou de classement. Edistat fait ça pour le coup. Nous, alors, parce que les remontées qu'on avait vues de la part des orgas d'auteurs qui font partie de notre conseil d'administration, c'était que les auteurs n'avaient pas tellement envie d'avoir un classement, qui trouvaient que c'était un peu dur. Et pas forcément très utile pour eux de savoir s'ils sont 512e dans la catégorie roman. Bon. Donc, Bah, là, par exemple, on a un commentaire qui dit que ce serait super d'avoir les découpages niveau GFK comme l'ont les éditeurs, en fait. Voilà. ouais. De toute Les façon, auteurs, c'est pour l'inverse, être... ils sont intéressés. Ouais. Bah là, nous, l'idée, je vous dis, enfin, après, il y a deux choses. Il y a ce qu'on a négocié, enfin, ce qu'on a mis en place dès le départ avec des ateliers où on nous a dit, bah, nous, on préfère voir ça, ok. Et l'autre part, c'est que de toute façon, ce qu'on achète à GFK aujourd'hui, c'est de la donnée brute. Tout service supplémentaire, on le paye. Et on n'a pas non plus, voilà, comme on a aussi des ambitions de développement plutôt du côté des indicateurs quotidiens, des
des libraires et que tout ça a un coût. On n'a pas vocation dans les médias à mettre beaucoup plus d'argent. GFK est un service qui est extrêmement cher hein, quand même. Donc, on n'a pas possibilité aujourd'hui financièrement, pour être transparente avec vous aussi, de remonter plus de données que ce qu'on vous remonte. Voilà, je vous dis, enfin nous, la demande qu'on avait majoritairement sur GFK et la segmentation, c'était plutôt d'avoir de l'historique au-delà de 2023. Et ça, je vous dis, c'était vraiment beaucoup trop cher. C'est la raison pour laquelle on l'a pas fait. Hein. C'est pas parce qu'on n'a pas envie, c'est que c'est un service qu'on paye. Voilà, on fait petit à petit. On espère rapidement, mais pour l'instant, c'est pas possible. Bon, sur le sujet, voilà, les auteurs, ils seraient aussi intéressés à avoir de la donnée sur où on vend, dans quelle région, Mm, etc. mm, Bon, mm, vous le savez mm. Ouais. maintenant. Ouais, ouais. Non, non, mais c'était clair. Bah, de toute façon, on comprend aussi que bah, maintenant qu'on peut enfin donner des informations, je comprends que les gens aient aussi une envie d'avoir l'information la plus précise possible. Elle est de toute façon intéressante. Voilà. On avance pas à pas. Nous aussi, enfin, on sait il y a toutes ces envies-là et ces besoins-là. Donc, on essaye de voir ce qu'on peut faire petit à petit. Voilà. Alors, une autre question. À quoi correspondent les petits cœurs en haut à droite de chaque fiche? Ah oui, ça, ce sont les favoris. Ça, c'est, bon, j'allais dire un peu gadget, pas forcément. Ça dépend si vous avez vraiment beaucoup de livres, ça peut vous servir. Le principe, c'est de mettre en favori les livres que vous voulez voir apparaître en premier. Donc, quand vous repassez, une fois que vous les avez mis en favori, quand vous repassez sur l'écran tous mes livres, c'est ceux qui vont vous apparaître en haut de liste. En fait, ça vous permet juste de les visualiser plus rapidement si vous avez beaucoup de livres. Par défaut, les livres qu'on vous présente sont triés par date de parution. Et je le précise d'ailleurs, hein, ça me permet de, parce que je crois que j'ai oublié de vous le dire, tant que votre livre n'est pas paru, il n'apparaît pas sur Phileas non plus. Il apparaît à parution. D'accord. J'ai une question sur la différence entre nom civil et pseudo. Si on a publié sous son nom civil au moment de l'inscription, mais avec son deuxième prénom et non le premier, le site considère que c'est son identité civile ou que c'est un pseudo. Oula. Alors, je réfléchis. Hum, hum, hum. Ça va être considéré comme un pseudo, je pense, en réfléchissant au parcours d'inscription, enfin dans notre back-office à nous, parce que du coup, enfin, il faut de toute façon garder bien l'identité civile, comme je vous disais, en haut, parce que ça, c'est ce qui nous permet ensuite de faire le match avec la pièce d'identité qui nous est présentée. Donc, il faut bien mettre votre premier prénom en premier prénom. Et ensuite, je pense que c'est bien de le mettre dans... Oui, c'est sûr, il faut à ce moment-là que ça soit pseudo. Euh, Bon, là, pour le coup, même si vous n'avez pas de justificatif, je pense qu'on devrait y arriver. Euh, Même si vous n'avez pas de justificatif attestant de ce lien pseudonymique-là, on devrait y arriver quand même. Je demanderai quand même, parce que j'ai pas de la réponse comme ça. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Mais c'est clair, en tout cas. Je comprends le problème, mais je dirais qu'il faut le mettre en pseudo. Je me fais confirmer ça. Ok, donc la personne, elle dit qu'elle a mis en identité civile, mais au pire, oui, bah c'est ça, Iman, oui. Le mieux, c'est de contacter Émilie pour résoudre ce petit problème. Ouais, 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 qu'on Donc, je développe ça. reviens là dans le chat, il y avait une conversation autour du numéro ISNI. Donc voilà, Marie-Jo a mis le lien, hein. Et puis sinon, vous avez donc le lien pour trouver votre numéro ISNI. Et sur le site de la BNF, vous pouvez aussi le retrouver par Ouais, dans le fiche catalogue BNF, ouais. via votre nom à vous. Voilà. Comme ça, je pense que c'est clair. Alors, je regarde si j'ai raté une petite question. Hop, hop, oui, merci Marie-Jo. Donc, dans le catalogue de la BNF, vous allez trouver via votre nom le numéro. Écoutez, c'est tout, sauf s'il y a une dernière question. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Il est midi 7, donc voilà. Merci beaucoup. Merci Bah, à tout merci à le monde vous. d'avoir suivi le webinaire. Merci Émilie pour ce temps.
Et Ben, puis, j'espère avoir été claire et puis désolée pour je pense que c'est parfois tellement dense que même moi je m'y perds, vous avez non, bien non, dû il voir. y a pas de problème, il n'y a Mais aucun voilà, problème, enfin n'hésitez tout est pas dans très tous les clair. cas. Mm. Merci On est... beaucoup. Ah, Merci à vous. ah bah, alors, une dernière question? Ah, ok. Allez, la dernière, mais c'est la dernière, hein. Je veux bien Dernière. voir apparaître. La question, c'est comment est financé Phileas? Voilà. Alors, Phileas est financé par l'actionnariat de tous les gens que je vous ai décrits à la première slide, que je n'ai plus là sous les yeux, mais c'est tous les organismes qui sont dans le conseil d'administration. Donc, ça inclut le SNE, la SGDL, le CPE, la DELC, la LIR. Il me manque des gens, le cercle de la librairie, et on a aussi une part de subvention de la SOFIA et une part du CNL. Voilà. Aujourd'hui, on en est là et l'idée, c'est que nous, par ailleurs, c'est un service que, comme je vous disais, il y a aussi pas mal de petits éditeurs qui sont tout à fait clients de ce service parce que eux ont aussi peu d'infos à part une info distributeur qui est très variable d'un distributeur à l'autre et d'une structure à l'autre. Enfin bref, c'est assez même pour un petit éditeur avec tout ce qu'on peut mettre derrière parce que c'est pas non plus une notion très claire, mais peut avoir un niveau d'information très différent de son voisin avec un niveau de chiffre d'affaires égal. Donc tous ces éditeurs-là, on en a beaucoup qui deviennent clients de la plateforme qui eux payent un abonnement, alors qui reste autant que possible symbolique pour les toutes petites maisons et qui va crescendo parce qu'on a du coup des formules d'abonnement pour les éditeurs qui sont calquées sur leur chiffre d'affaires pour être totalement transparente avec vous. Et ça nous permet, nous, de dégager aussi des revenus pour la société. Donc il y a un modèle économique derrière. Voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup, Émilie. Merci à tout le monde Merci à vous. et bonne journée. Au Merci. revoir. Bonne journée. Au revoir.